Le syndrome d'aorte douloureuse ne se résume pas au seul diagnostic de dissection aortique. Deux autres lésions de la paroi aortique sont à connaître, car identifiables notamment par échographie transœsophagienne. L'hématome de paroi aortique et l'ulcère athéromateux pénétrant. Ces deux atteintes sont donc les principaux diagnostics différentiels de la dissection aortique à rechercher en cas de dissociation entre le tableau clinique et l'échocardiographie. L'hématome de paroi aortique correspond à une hémorragie de la média par rupture de vasa vasorum, mais sans communication avec la lumière artérielle proprement dite. Il s'agit pour beaucoup d'auteurs de la phase initiale de la dissection, survenant, comme celle-ci, dans un contexte de médianécrose kystique de l'aorte. Plus rarement, un hématome de paroi aortique peut être secondaire à un traumatisme externe ou interne, ou à un ulcère athéromateux pénétrant. L'hématome de paroi aortique représente 10% des dissections aortiques. À la différence de la dissection aortique, l'hématome de paroi aortique est plus fréquent au niveau de l'aorte thoracique descendante qu'au niveau de l'aorte ascendante. Il se rencontre préférentiellement chez le sujet hypertendu et rarement dans les maladies du tissu élastique, si bien que l'âge moyen de survenue de l'hématome de la paroi aortique est supérieur à celui de la dissection, 65 à 70 ans. L'histoire naturelle de l'hématome de paroi aortique est moins dramatique que celle de la dissection aortique. Cependant, celui-ci peut se rompre à travers l'adventice dans la plèvre, le médiastin ou le péricarde, ou à travers l'intima dans la lumière aortique, créant alors une dissection aortique secondaire. En pratique, un hématome de paroi aortique touchant l'aorte ascendante est chirurgical, alors qu'un hématome de paroi aortique de type B relève avant tout du traitement médical. Le tableau clinique de l'hématome de paroi aortique est très proche de celui de la dissection aortique, dominé par le syndrome douloureux thoracique intense. L'insuffisance aortique est plus rare, il peut exister une abolition ou une diminution d'un pouls. La confirmation du diagnostic doit faire appel aux techniques d'imagerie non invasive, échographie en particulier transœsophagienne, scanner spiralé ou IRM. L'échographie transthoracique est le premier examen à mettre en œuvre face à ce tableau clinique d'aorte douloureuse. Cependant, elle est rarement suffisante. On recherchera avec attention un épaississement des parois de l'aorte ascendante, plus particulièrement en incidence parasternale gauche grand axe et en incidence parasternale droite, mais également au niveau de l'aorte horizontale par l'incidence suprasternale. L'échographie transthoracique est systématiquement complétée par un examen de l'aorte abdominale afin d'éliminer un hématome à extension abdominale. La présence d'un épanchement péricardique sera de même vérifiée. L'échographie transœsophagienne est l'examen clé face à une aorte douloureuse. Examen rapide entre des mains entraînées, il a l'avantage de pouvoir être réalisé en quelques minutes en soins intensifs, au lit du malade, à toute heure du jour et de la nuit. Comme pour la dissection aortique, il doit être réalisé après contrôle de la pression artérielle et sédation. L'examen doit être standardisé et explorer pas à pas l'aorte dans son ensemble, depuis le plan des sigmoïdes aortiques jusqu'à la traversée diaphragmatique. Les sondes multiplans ont l'avantage de réduire la zone aveugle située à la partie de l'aorte en regard de la caréna et de la bronche souche gauche. La sémiologie ETO de l'hématome de la paroi aortique est actuellement bien décrite. L'hématome intramural apparaît comme un épicissement en croissant ou circonférentiel de la paroi aortique dont l'épaisseur est au moins égale à 7 mm. L'hématome lui-même a le plus souvent un aspect granité ou hétérogène avec alternance d'aspect granité et de zones vides d'écho. Lorsqu'il s'agit d'une zone totalement anéchogène, le diagnostic différentiel avec la dissection aortique repose sur le Doppler couleur, qui confirme l'absence de flux dans le faux chenal et l'absence de porte d'entrée. Il ne semble pas exister de relation précise entre l'aspect échographique et l'ancienneté de l'hématome. En effet, un aspect vide d'écho peut être observé précocement, correspondant à une hémorragie de sang frais, ou tardivement correspondant à une liquéfaction de l'hématome.
L'épaississement varie dans la série de Moore-Kaalli de 7 mm à 3 cm. Généralement, la face luminale de l'intima refoulé garde un aspect concave. Quant à l'extension longitudinale, elle est souvent importante. Cependant, dans quelques cas, l'hématome peut être localisé. Le déplacement centroluminal de calcification intimale, qui tapisse la partie interne du croissant pariétal hémorragique, représente un excellent critère de diagnostic différentiel avec un thrombus mural, développé sur une aorte anévrismale. Le calibre de l'aorte est généralement augmenté, mais ce critère n'est pas spécifique. Cependant, la dilatation anévrismale de l'aorte, en particulier ascendante, accroît le risque de rupture externe. Enfin, il convient de rechercher des signes d'extravasation signant la rupture externe de l'hématome, hémopéricarde, hémomédiastin, hémothorax, qui représentent des signes de gravité. La classification de Daly et Shumway, décrite pour la dissection aortique, est habituellement utilisée pour l'hématome de paroi aortique. On oppose les hématomes de paroi aortique de type A à risque de fissuration et de rupture de l'aorte ascendante, qui relèvent donc en règle de la chirurgie, des hématomes de paroi aortique de type B, qui relèvent avant tout du traitement médical en l'absence de complications. Les principaux diagnostics différentiels à éliminer sont les ulcères athéromateux pénétrants compliqués d'un hématome localisé de paroi aortique, le mural thrombus sur aorte anévrismale, la dissection aortique à faux chenal étroit thrombosé, la plaque athéroscléreuse de la paroi aortique, la graisse périaortique, l'infiltration tumorale, les aortites. En cas de doute diagnostique, il est capital de pousser plus loin les investigations. L'IRM est un examen de choix dans la mesure où elle permet de détecter un hématome frais sous forme d'un hypersignal en T1. La orthographie est en revanche classiquement toujours négative dans cette pathologie, où la lumière centrale de l'aorte est pratiquement indemne. L'évolution de l'hématome de paroi aortique est aujourd'hui mieux connue grâce au suivi des patients par les différentes techniques non-invasives disponibles. L'évolution peut être simple, soit vers une stabilisation des lésions, soit vers la régression avec restitution ad integrum de la paroi aortique. Ce type d'évolution a été observé dans 33% des cas dans l'expérience de Moore-Kaalli. Deux types de complications peuvent être observées. Les complications précoces dans un contexte douloureux. Il existe une progression de l'hématome de paroi aortique à la faveur de récidives douloureuses, par extension qui peut se faire longitudinalement et transversalement, par rupture de la paroi externe plus fréquente pour l'hématome de paroi de type A, ou par dissection aortique avec déchirure de l'intima. Ainsi, dans l'étude Princeps de Moore-Kaalli, portant sur 15 hématomes, l'évolution s'est faite vers la dissection aortique dans 33% des cas, vers la rupture externe dans 27% des cas. Les complications tardives à bas bruit sont dominées par la dilatation anévrismale avec constitution d'un anévrisme fusiforme ou saxiforme. Au final, le rythme de surveillance de ces patients proposé par beaucoup consiste en la réalisation d'une surveillance hospitalière le premier mois, puis contrôle par imagerie à 3 mois, 6 mois, puis une fois par an. Le choix de la technique d'imagerie doit tenir compte des avantages, inconvénients et risques de chaque examen. Ces patients seront traités préférentiellement par bêta-bloquants pour contrôler leurs chiffres tensionnels. L'ulcère athéromateux pénétrant est défini par une perforation cratériforme de la paroi aortique avec rupture de la limitante élastique interne et extension de la média. Cette anomalie semble correspondre à l'évolution d'une plaque ulcérée intimale. Elle peut évoluer vers le faux anévrisme ou la rupture. L'ulcère athéromateux pénétrant est plus fréquent chez le sujet âgé, athéromateux, cumulant les facteurs de risque. Cette pathologie est une cause d'aorte douloureuse à rechercher devant tout tableau évocateur de dissection aortique ne faisant pas sa preuve. Dans cette pathologie, l'échographie transthoracique est de peu d'apport, et ce d'autant plus que l'ulcère athéromateux pénétrant est plus fréquent au niveau de l'aorte thoracique descendante
qu'au niveau de l'aorte ascendante. L'échographie transœsophagienne est donc l'examen clé. Le diagnostic positif de l'ulcère athéromateux pénétrant est plus ou moins facile selon les lésions associées. L'image directe de l'ulcération de la paroi peut en effet être difficile à affirmer lorsque le cratère est de petite taille. Il faut réaliser un examen méticuleux de l'aorte à la recherche de cette ulcération, a fortiori sur une aorte athéromateuse. Parfois, l'attention est attirée par une dilatation anévrismale de l'aorte, un aspect d'hématome de paroi localisé suspendu, une petite dissection aortique localisée, ou encore un faux anévrisme saxiforme partiellement thrombosé. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à faire appel aux autres techniques d'imagerie. Le scanner spiralé et l'IRM sont très performants. La orthographie est rarement nécessaire. Cependant, lorsqu'elle est réalisée, elle montre un aspect en bouton de chemise au niveau de la paroi aortique. L'ulcère peut toucher l'un ou l'autre segment de l'aorte, mais plus fréquemment l'aorte thoracique descendante. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les principaux diagnostics différentiels sont la dissection aortique localisée, l'hématome de paroi et le faux anévrisme. L'étude récente de Villa-Costa rapporte 12 cas d'ulcère athéromateux pénétrant. Les patients ont été suivis en moyenne 11 mois. 2 patients sont décédés dès leur admission de rupture externe. 5 patients ont été opérés du fait de l'existence d'un anévrisme ou d'une dissection. Enfin, 5 patients traités médicalement sont en vie. La chirurgie sera donc proposée d'autant plus facilement que l'aorte ascendante est concernée, que l'ulcère se complique de dissection ou d'un anévrisme de grande taille. Le traitement médical est de règle dans les ulcères athéromateux pénétrants de l'aorte descendante non compliqués. La place des endoprothèses couvertes reste à définir.